J'ai subvenu aux besoins de toute ma famille pendant 6 ans. Mais après qu'un incendie m'ait laissé sans abri, ma mère a ri et a dit, ce n'est pas un refuge. C'est alors que la vérité m'a frappé. J'ai donc coupé les vivres. Et au matin, mon téléphone s'est illuminé de 52 appels manqués. Je m'appelle Amandine Dubois, j'ai 28 ans et jusqu'à récemment, je dirigeais une entreprise de marketing en ligne prospère. Pendant 6 ans, j'ai subvenu aux besoins financiers de toute ma famille, payant leur hypothèque, leurs factures, tout. Puis, le mois dernier, un incendie a détruit mon appartement et mon bureau, j'ai tout perdu. Quand je me suis présenté à la porte de mes parents avec pour seul bien un sac à dos de quelques affaires rescapées, ma propre mère m'a ri au nez et m'a dit, ce n'est pas un refuge. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui a tout changé. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après que j'ai coupé le moindre sou, dites-moi d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de poser des limites avec des membres de famille toxiques. J'ai grandi à Bordeaux, dans un foyer où l'argent était toujours un problème, non pas parce que nous n'en avions pas, mais parce que mes parents ne savaient pas le gérer. Mon père Gérard, maintenant âgé de 52 ans, n'a jamais gardé un emploi plus de 18 mois, il était embauché quelque part, commençait fort, puis démissionnait pour une offense perçue ou était licencié pour trop de jours d'absence. Ce qu'il ne manquait jamais, cependant, c'était sa partie de poker hebdomadaire avec des amis, qui se terminait généralement par son retour à la maison maudissant sa malchance. Ma mère Nathalie, 50 ans, compensait son malheur en faisant du shopping. Elle avait 12 cartes de crédit au moment où j'étais au lycée, la plupart d'entre elles à découvert. Son placard était rempli de vêtements qui avaient encore leurs étiquettes, tandis qu'elle se plaignait que nous ne pouvions pas nous permettre mes fournitures scolaires. Amandine, tu ne comprends pas les responsabilités d'adulte, disait-elle chaque fois que je remettais en question leurs dépenses. À 16 ans, je travaillais après l'école à l'épicerie locale tout en maintenant une excellente moyenne scolaire, je comprenais la responsabilité mieux qu'eux. Mon jeune frère Julien, maintenant âgé de 26 ans, a suivi les traces de notre père. Il a abandonné le lycée professionnel après un semestre parce que, les entrepreneurs n'ont pas besoin de diplôme. Ces entreprises entrepreneuriales comprenaient une entreprise d'entretien de pelouse abandonnée après qu'il ait réalisé qu'elle exigeait de se lever tôt, un stratagème de distribution de boissons énergisantes qui était en fait un MLM qui lui a coûté 3 000 €, et un food truck qui n'a jamais dépassé la phase de planification, bien qu'il m'ait coûté 22 000 €. Ma sœur Stéphanie, 24 ans, était la protégée de ma mère. Belle et douée socialement, elle a appris très tôt que pleurer auprès de papa lui permettait généralement d'obtenir ce qu'elle voulait, malgré nos fonds limités. Quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait, le traitement silencieux suivait, parfois pendant des semaines. En vieillissant, ses demandes ont escaladé, des jouets aux vêtements de marque, jusqu'à un mariage somptueux qui m'a presque ruiné. J'étais l'anomalie dans notre famille, la responsable. Je travaillais tous les étés et après l'école pendant l'année. J'ai postulé à toutes les bourses que je pouvais trouver et j'ai réussi à fréquenter une université publique avec un minimum de prêts. J'ai obtenu mon diplôme en commerce tout en occupant 3 emplois, barista le matin, assistante étudiante le jour et serveuse le week-end. L'été après l'obtention de mon diplôme, j'ai décroché un poste de marketing dans une agence locale. J'y ai travaillé pendant 2 ans, vivant frugalement et économisant chaque sou, tandis que mes collègues achetaient de nouvelles voitures et prenaient des vacances exotiques. La nuit et le week-end, je bâtissais ma propre clientèle, créant des sites web et gérant les médias sociaux pour les petites entreprises. À 24 ans, j'avais suffisamment de clients pour quitter mon emploi et lancer ma propre entreprise de marketing. En 6 mois, je gagnais plus que mes 2 parents réunis. C'est alors que les demandes ont commencé. Cela a commencé assez innocemment. Maman avait besoin d'aide avec la facture d'électricité un mois parce que papa avait de nouveau été licencié. Puis la voiture de papa est tombée en panne et il ne pouvait pas se permettre les réparations. J'ai aidé parce que c'est ce que la famille fait, n'est-ce pas? La première année de mon entreprise, je leur ai probablement donné environ 8 000 € au total. Pas une petite somme, mais gérable avec mes revenus croissants. Je me sentais bien de pouvoir aider ma famille. La deuxième année, tout a changé. Papa a de nouveau perdu son emploi et ils ont pris du retard sur leur hypothèque. Maman m'a appelé en sanglots, disant qu'il pourrait perdre la maison dans laquelle j'ai grandi. Nous avons tout essayé, Amandine. Tu es notre seul espoir. J'ai pris en charge leur paiement hypothécaire mensuel de 1 700 €, me disant que c'était temporaire. La troisième année, le temporaire était devenu permanent. Je payais maintenant leur hypothèque, leur service public et leur assurance automobile.
Quand Julien est venu me voir avec son idée de food truck, je n'ai pas pu dire non. Il semblait si passionné, si convaincu que ce serait sa grande chance. L'investissement de 22 000 € a disparu en 4 mois, sans rien à montrer si ce n'est un camion à moitié emballé qui est resté dans l'allée de mes parents jusqu'à ce qu'ils le vendent pour la ferraille. La 4e année a apporté le mariage de Stéphanie. Elle s'était fiancée à un homme assez gentil qui travaillait dans les ventes mais ne pouvait pas se permettre le mariage de rêve qu'elle planifiait depuis l'enfance. Quand maman a appelé pour demander si je pouvais participer, j'ai demandé un budget. Le chiffre de 13 500 € m'a fait m'étouffer avec mon café. C'est plus que raisonnable pour un mariage modeste de nos jours, a insisté maman. J'ai fini par tout payer, de la salle à la lune de miel à Bali. La 5e année, papa a eu besoin d'une chirurgie d'urgence de la vésicule biliaire. Bien qu'il ait eu une assurance de base grâce à son nouvel emploi, la franchise était élevée. J'ai couvert les 8 500 € de frais médicaux et lui ai acheté une voiture d'occasion quand la sienne a finalement rendu l'âme. L'addiction au shopping de maman a empiré et je me suis retrouvé à rembourser ses cartes de crédit pour éviter que leur code de crédit ne chute complètement. La 6e année, l'année dernière, je subvenais entièrement aux besoins de toute ma famille. Mes parents n'avaient pas payé leur propre hypothèque depuis 4 ans. Je couvrais tous leurs services publics. J'ai payé le loyer de Julien après que son 3e colocataire l'ait expulsé pour ne pas avoir contribué. J'ai aidé Stéphanie avec le paiement de sa voiture quand elle a décidé qu'elle avait besoin d'un SUV flambant neuf malgré l'absence d'enfants. Au total, je dépensais plus de 6 000 € par mois pour ma famille tout en essayant de développer mon entreprise. La gratitude qui avait été présente la première année avait depuis longtemps disparu. Mon aide n'était pas appréciée, elle était attendue. Quand je ne pouvais pas transférer immédiatement de l'argent pour l'urgence de Stéphanie ou une vente chez un grand magasin haut de gamme où elle ne me parlait plus pendant des jours. Quand j'ai suggéré à papa de chercher un emploi plus stable, maman m'a accusé de le traiter d'échec après, tout ce que nous avons fait pour toi est devenu son refrain constant. Bien que je ne me souvienne pas exactement de ce qu'ils avaient fait, à part le minimum légal requis quand j'étais enfant, j'ai manqué des vacances avec des amis parce que quelqu'un avait toujours besoin de quelque chose. J'ai reporté l'achat de ma propre maison parce que mon argent était lié à la vie des autres. Je travaillais 60 heures par semaine pour maintenir le revenu nécessaire pour soutenir 5 adultes. Au fond, je savais que ce n'était pas bien. Mais chaque fois que j'envisageais de réduire, la culpabilité m'envahissait. La famille prend soin de la famille, disait maman. Et je la croyais, même si les soins ne semblaient couler que dans une seule direction. L'alarme incendie m'a réveillé à 2h17 du matin un mardi d'avril. Au début, j'ai pensé que c'était mon réveil qui dysfonctionnait, mais le son perçant était trop urgent, trop insistant. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, une épaisse fumée noire m'a immédiatement forcé à me mettre à genoux. Mon appartement était au 3e étage d'une maison victorienne convertie. Je l'avais choisi spécifiquement parce que la spacieuse pièce avant faisait un parfait bureau à domicile. J'aimais ce vieil immeuble avec ses boiseries ornées et ses fenêtres en saillie. Maintenant, ces mêmes caractéristiques d'époque le transformaient en une poudrière. J'ai rampé jusqu'à la salle de bain, j'ai trempé une serviette dans l'eau et je me suis couvert le visage. À travers mes yeux larmoyants, je pouvais voir des flammes oranges vaciller sous la porte qui menait au couloir. L'incendie n'avait pas commencé dans mon unité, j'ai appris plus tard qu'il avait commencé dans la cuisine de ma voisine du dessous quand elle s'était endormie avec de l'huile chauffant sur la cuisinière, mais il se propageait rapidement. Ma sortie de secours était l'escalier de secours extérieur à la fenêtre de ma chambre. J'ai attrapé mon sac d'ordinateur portable, y ai fourré mon passeport, mon acte de naissance et le disque dur externe où je sauvegardais les fichiers clients. J'ai glissé mon téléphone et mon chargeur dans ma poche, enfilé les chaussures à côté de mon lit et grimpé sur le palier métallique. L'air nocturne était frais sur ma peau chauffée par la fumée. De l'escalier de secours, j'ai regardé avec horreur les flammes engloutir le magnifique vieil immeuble. Les voisins se sont rassemblés sur la pelouse en dessous, certains pleurant, d'autres filmant avec leur téléphone. Les camions de pompiers sont arrivés avec des sirènes hurlantes, mais il était déjà clair qu'ils ne pouvaient pas sauver la structure, seulement empêcher le feu de se propager au bâtiment voisin. Un pompier m'a aidé à descendre le dernier escalier, me demandant si j'étais blessé. Hormis une légère inhalation de fumée et le choc qui me traversait le corps, j'étais physiquement bien. Émotionnellement, c'était une autre histoire. Je suis resté sur le trottoir pendant des heures, enveloppé dans une couverture de la Croix-Rouge, regardant ma maison et mon bureau brûler en cendres. Au matin, il ne restait qu'un squelette carbonisé de bois noirci et de planchers effondrés. Les pompiers ont confirmé ce que je savais déjà, tout à l'intérieur était détruit.
Mes meubles, mes vêtements, mes photos de famille, mon équipement professionnel, mes dossiers papier, tout avait disparu. Le premier coup est venu lorsque j'ai contacté ma compagnie d'assurance. J'avais une assurance locataire, mais il s'est avéré que le propriétaire de l'immeuble avait laissé sa police expirer 3 mois plus tôt. Ma couverture était minimale sans la police du propriétaire pour la compléter. L'expert en sinistre a estimé qu'il faudrait des semaines, voire des mois, pour traiter même le paiement limité que je pourrais recevoir. Les 3 premières nuits, j'ai séjourné dans un hôtel qui coûtait 179 € par nuit, une dépense que je ne pouvais pas soutenir longtemps. Mon entreprise fonctionnait principalement depuis mon bureau à domicile, et sans mon équipement et mes fichiers, je ne pouvais pas travailler. Bien que la plupart des informations de mes clients aient été sauvegardées en ligne, mon ordinateur, mon appareil photo professionnel, mon équipement d'éclairage et d'autres outils avaient disparu. J'avais toujours été prudente avec l'argent, mais le soutien de ma famille avait épuisé mes économies. Le fonds d'urgence que j'avais autrefois était épuisé après avoir payé la voiture de papa l'année dernière. J'avais environ 3200 € sur mon compte courant, assez pour peut-être 2 semaines de séjour à l'hôtel et de nécessités de base, mais pas assez pour verser une caution sur un nouvel appartement tout en maintenant les besoins financiers de ma famille. Mes amis Margot et Thomas ont offert leur canapé pour quelques nuits, mais ils vivaient dans un minuscule appartement d'une chambre avec à peine assez de place pour eux-mêmes. J'ai accepté avec gratitude, ne voulant pas imposer plus que le strict nécessaire. Au 5e jour après l'incendie, je manquais d'options. J'avais demandé une aide d'urgence, mais sans enfant à charge, je n'étais pas en haut de la liste de priorités. J'avais appelé chaque appartement abordable de la région, mais sans preuve d'emploi actuel. Mes cartes de visite et mes supports marketing avaient brûlé ou les propriétaires étaient hésitants. C'est alors que j'ai pris la décision qui me semblait si évidente que j'étais presque gêné de ne pas y avoir pensé immédiatement. Après 6 ans à soutenir ma famille, à payer leur hypothèque, leurs services publics, leur paiement de voiture et plus encore, ils m'aideraient sûrement pendant quelques semaines jusqu'à ce que je me remette sur pied. J'ai appelé ma mère en premier, lui expliquant la situation en détail. Sa réponse fut tiède au mieux. « Oh, c'est terrible, ma chérie. Je suis si désolé d'entendre ça. » La sympathie dans sa voix ne correspondait pas à ces mots. « Tu sais que notre chambre d'amis est utilisée pour le stockage en ce moment, et ton père ne se sent pas très bien. Ce n'est pas vraiment le bon moment. » J'étais stupéfaite. Pas le bon moment ? J'avais envoyé de l'argent quand ce n'était pas le bon moment pour moi, pendant 6 ans. Mais j'ai tenu ma langue, pensant que c'était peut-être juste le choc de la nouvelle. Peut-être que si je le demandais en personne, que j'expliquais à quel point ma situation était désespérée, il comprendrait. Je pensais peut-être venir ce soir, ai-je dit prudemment. Juste pour parler des options. Bien sûr, ma chérie, nous serons à la maison. J'ai emprunté la voiture de Margot et j'ai fait les 30 minutes de route jusqu'à la maison de mes parents en banlieue de Bordeaux, la maison dont je payais l'hypothèque depuis 4 ans. La soirée de printemps était agréable, avec le soleil de fin de journée qui réchauffait le tableau de bord. J'ai répété ce que j'allais dire, comment j'expliquerais que c'était temporaire, que j'avais juste besoin d'un endroit où rester pendant quelques semaines le temps de régler les choses. Je ne demandais pas d'argent, juste un toit au-dessus de ma tête, le toit que je payais. En entrant dans leur allée, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. La maison était la même que d'habitude, pelouse bien entretenue par un service que je payais, peinture fraîche de l'été dernier, aussi à mes frais, et les parterres de fleurs de maman en pleine floraison avec des bulbes de printemps. Les 2 voitures de mes parents étaient dans l'allée, la Ford de papa, vieille de 2 ans, achetée avec mon argent, et le SUV de maman, paiement mensuel à ma charge. J'ai pris une profonde inspiration et suis sorti de la voiture, serrant le sac à dos qui contenait tout ce que je possédais désormais au monde. Maman a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper, ses yeux s'écarquillant à mon apparence. Je n'avais pas eu accès à la plupart de mes vêtements ou de mon maquillage depuis l'incendie et j'alternais entre 2 t-shirts empruntés à Margot. Mes cheveux sentaient légèrement le fumet malgré plusieurs lavages. « Amandine, tu as l'air fatiguée. » Elle a hésité avant de s'écarter pour me laisser entrer. La maison était immaculée comme toujours. Des fleurs fraîches étaient posées sur la table de l'entrée et je pouvais sentir quelque chose cuire dans la cuisine. Le contraste entre le confort de cette maison et ma situation actuelle m'a serré la gorge. « Papa est là ?» ai-je demandé en la suivant jusqu'à la cuisine. Dans le salon, il regarde ses émissions, a-t-elle fait un geste vague avant d'ouvrir le réfrigérateur. « As-tu mangé ? Je pourrais te faire un sandwich. » « Je n'ai pas faim, merci. » En vérité,
je n'avais pas mangé depuis le matin, mais la nourriture était la dernière chose qui me préoccupait. Papa a à peine levé les yeux quand je suis entré dans le salon. Il était affalé dans son fauteuil inclinable, celui que je lui avais acheté pour Noël l'année dernière, regardant un match de baseball sur la grande télévision à écran plat qui avait été mon cadeau après sa promotion, qu'il a perdu 3 mois plus tard. « Salut papa. »« Salut petite. » Ses yeux se sont posés sur moi brièvement avant de retourner au match. J'ai entendu parler de l'incendie. Coup dur. Coup dur. Comme si j'avais perdu un pari anodin. Pas tout ce que je possédais. Je me suis assise sur le canapé et j'ai attendu que maman nous rejoigne. Quand elle l'a fait, portant un verre de vin pour elle-même mais rien pour moi, j'ai lancé mon discours soigneusement préparé. Comme vous le savez, j'ai tout perdu dans l'incendie. Mon assurance me pose des problèmes et il faudra un certain temps avant que je puisse me remettre sur pied. J'ai pris une profonde inspiration. J'espérais pouvoir rester ici quelques semaines, le temps de régler les choses. Juste jusqu'à ce que je puisse trouver un nouvel appartement et remplacer mon équipement de travail. Le silence qui a suivi a semblé durer des minutes, bien qu'il n'ait probablement duré que quelques secondes. Maman a pris une gorgée de son vin, son expression passant d'une fausse inquiétude à une irritation évidente. « Amandine, tu sais que nous t'aimons, mais ce n'est vraiment pas le bon moment. Ton père ne se sent pas bien et nous avons transformé la chambre d'amis en espace de stockage. Je pourrais dormir sur le canapé, ai-je dit, le désespoir s'infiltrant dans ma voix. Ou débarrasser une partie du stockage. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Ce n'est pas seulement ça, a continué maman, ne me regardant pas dans les yeux. Tu sais à quel point ton père tient à sa routine. Avoir quelqu'un d'autre ici serait perturbant. Je les regardais, incapable de traiter ce que j'entendais. Ils avaient une maison à 4 chambres. Outre leur chambre principale, il y avait la chambre d'amis, maintenant un espace de stockage, l'ancienne chambre de Stéphanie, conservée comme un sanctuaire bien qu'elle soit mariée depuis 2 ans, et la chambre de Julien, qu'il utilisait encore occasionnellement entre 2 appartements. « Maman, je n'ai nulle part où aller, » ai-je dit, ma voix brisée. J'ai tout perdu. C'est alors qu'elle l'a fait. Elle a ri. Un rire court, méprisant, qui m'a transpercé comme un couteau. Ne sois pas si dramatique, Amandine. Ce n'est pas un refuge. Tu as toujours été pleine de ressources, je suis sûr que tu trouveras quelque chose. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en moi. 6 ans à les soutenir, à faire passer leurs besoins avant les miens, à être la responsable, et c'est ainsi qu'ils me payaient en retour. Réalises-tu, ai-je dit, ma voix anormalement calme, que je paie votre hypothèque depuis 4 ans? Que je paie pour cette maison dans laquelle vous refusez de me laisser rester? L'expression de maman s'est durcie. C'est différent. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Je vous ai donné plus d'1/4 million d'euros en 6 ans. C'est ce que fait la famille, a-t-elle rétorqué. Ne nous le jette pas à la figure. Nous aurions fait la même chose pour toi si nous avions pu. Mais il pouvait maintenant. Il pouvait absolument m'aider maintenant et il choisissait de ne pas le faire. Papa a finalement parlé, sans toujours quitter la télévision des yeux. Ta mère a dit que ce n'est pas le bon moment, Amandine. Ne rends pas les choses difficiles. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte et Julien est entré. Mon frère avait sa propre clé de la maison que je payais, apparemment. Qu'est-ce qui se passe, a-t-il demandé, regardant entre nous. Maman a rapidement expliqué que j'étais passé après avoir eu des problèmes avec mon appartement, omettant commodément que le dit appartement avait brûlé. Alors elle veut rester ici, a terminé maman. Mais j'expliquais que nous n'avons pas de place en ce moment. Julien a froncé les sourcils. Dans ma chambre? Pas question. J'ai tout mon équipement de jeu installé et j'organise un tournoi ce week-end. Tu n'habites même pas ici, je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Je reste ici tout le temps, a-t-il rétorqué. C'est toujours ma chambre. Je me suis levé, tremblant de rage et d'incrédulité. J'ai tout payé pour cette famille pendant 6 ans. Tout. L'hypothèque de cette maison, les services publics, le service d'entretien de la pelouse, les paiements de voiture, le loyer de Julien quand il a été expulsé, le mariage de Stéphanie, les factures médicales de papa. Je pleurais maintenant, les larmes coulant sur mon visage. J'ai tout perdu dans cet incendie. Tout. Et vous ne pouvez même pas m'offrir un canapé pour dormir. Maman s'est levée aussi, le visage rouge de colère ou d'embarras, je ne pouvais pas dire lequel.
Ça suffit, Amandine. Si tu ne nous as aidés que pour nous le jeter à la figure plus tard, alors peut-être que tu devrais arrêter. Peut-être que je devrais, ai-je murmuré. Comme sur commande, le téléphone de maman a sonné. Elle l'a regardé, puis a répondu. Salut Stéphanie. Oui, elle est là. Une pause. En fait, je crois qu'elle part. J'ai entendu la voix de ma sœur à l'autre bout, posant des questions. Maman m'a tendu le téléphone. Elle veut te parler. Avec des mains tremblantes, j'ai pris le téléphone. Allô? Amandine, maman m'a envoyé un message à propos de l'incendie. Je suis si désolé. La voix de Stéphanie contenait plus de réelle sympathie que celle de mes parents. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une bouffée d'espoir. Merci Steph. Ça a été difficile. Je demandais à maman et papa si je pouvais rester ici un peu le temps de trouver des solutions. Oh. Son ton a changé immédiatement. Eh bien, j'offrirai notre place, mais tu sais à quel point c'est petit. Et la mère de Romain nous rend visite la semaine prochaine. Une pause. Je pourrais te prêter des vêtements, par contre. Peut-être envoyer une carte cadeau pour des plats à emporter. Le dernier fil d'espoir s'est rompu. Ne t'en fais pas, ai-je dit platement et j'ai rendu le téléphone à maman sans dire au revoir. J'ai attrapé mon sac à dos là où je l'avais posé près du canapé. Personne n'a parlé quand je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Personne n'a essayé de m'arrêter. Alors que j'ouvrais la porte, la pluie a commencé à tomber. Une touche cinématographique parfaite pour le pire jour de ma vie. Amandine a appelé maman alors que je sortais. Je me suis retourné, pensant qu'elle avait peut-être changé d'avis. Au lieu de cela, elle a dit, tu enverras toujours le paiement de l'hypothèque le premier? Nous avons cette facture de taxe foncière qui arrive. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pu. J'ai simplement tourné le dos et suis allé vers ma voiture empruntée, la pluie trempant mon mince t-shirt. Dans la voiture, je suis resté assise, moteur éteint, à regarder la maison à travers le pare-brise strié de pluie. 6 ans de soutien, de sacrifice de mes propres rêves pour leur confort, et ils ne pouvaient pas m'offrir un canapé pour quelques nuits. Le poids de ce rejet m'a écrasé jusqu'à ce que je puisse à peine respirer. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai sangloté. Des sanglots profonds et douloureux qui venaient de quelque part de primitif en moi. À ce moment-là, garé devant la maison que je payais, j'ai réalisé une vérité dévastatrice, pour ma famille, je n'étais pas une fille ou une sœur. J'étais un distributeur automatique, et les distributeurs automatiques n'ont pas besoin d'abri. J'ai passé cette nuit dans la voiture de Margot, garée derrière un hypermarché ouvert 24h24. Je ne pouvais pas faire face au retour à son appartement et expliquer ce qui s'était passé. L'humiliation était trop vive, trop fraîche. J'ai incliné le siège conducteur aussi loin que possible et j'ai essayé de dormir, mais mon esprit rejouait sans cesse le rire de ma mère, l'indifférence de mon père, l'égoïsme de mes frères et sœurs. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les souvenirs me revenaient en cascade, le Noël où j'avais travaillé sans relâche pour terminer un gros projet client, transférant de l'argent à mes parents juste à temps pour qu'ils achètent des cadeaux du Père Noël pour Julien et Stéphanie, les vacances aux Bermudes que j'avais annulées parce que papa avait besoin de soins dentaires non couverts par l'assurance, les innombrables week-ends que j'avais passés à aider maman avec des projets domestiques. Pendant que mes amis postaient des photos de leurs aventures sur les réseaux sociaux. Vers 3 heures du matin, j'ai ouvert l'application de notes sur mon téléphone et j'ai commencé à calculer, paiements hypothécaires pendant 4 ans, 81 600 €, services publics pendant 6 ans, environ 18 000 €, paiement de voiture pour les 2 parents sur 3 ans, 32 400 €, entreprise échouée de Julien, 38 000 €, mariage de Stéphanie et urgences subséquentes, 47 000 €, diverses factures médicales, paiement par carte de crédit, primes d'assurance et dépenses diverses, environ 63 000 €. Le total s'affichait sur l'écran de mon téléphone, 280 000 €. Plus d'1/4 million d'euros disparus. Non investi dans mon avenir. Non épargné pour ma propre maison, non utilisé pour développer mon entreprise à un niveau supérieur au juste disparu, versé dans le puissant fond des besoins et des désirs de ma famille. Et qu'avais-je obtenu en retour? Pas même un canapé pour dormir quand je n'avais rien. Au lever du jour, je me suis dirigé vers un restaurant ouvert 24h24. J'étais épuisé, affamé et j'avais désespérément besoin de café. L'endroit était presque vide, juste quelques camionneurs au comptoir et un couple âgé dans un coin. Je me suis glissé dans un box près de la fenêtre et j'ai commandé un café et des crêpes à une serveuse dont le badge indiquait « Rebecca ».
Quand elle m'a apporté ma nourriture, elle a fait une pause, étudiant mon visage. Nuit difficile? Je devais avoir l'air terrible, non lavé, les yeux rouges, portant toujours les mêmes vêtements. Mon appartement a brûlé hier, ai-je dit, me surprenant par l'honnêteté. J'ai tout perdu. Oh, ma chérie, je suis si désolé. Sa sympathie semblait sincère, contrairement à la performance de ma mère. Avez-vous un endroit où rester? J'ai secoué la tête, les larmes menaçant à nouveau. J'ai demandé à ma famille, mais ils ont dit non, après tout ce que j'ai fait pour eux. Rebecca s'est glissée dans le box en face de moi. La famille peut parfois être la pire. Mon frère m'a fait la même chose il y a des années. Je lui avais envoyé de l'argent pendant des années. Puis, quand j'ai eu besoin d'aide, tout à coup il était trop occupé. Elle m'a tapoté la main. Mais vous savez quoi? La meilleure chose qui me soit arrivée, ça m'a fait réaliser que je devais me faire passer en premier pour une fois. Elle m'a accordé quelques minutes de gentillesse avant que d'autres clients n'aient besoin de son attention. Ce n'était pas grand-chose, mais cette petite interaction avec une inconnue qui a montré plus de compassion que ma propre famille a été le coup de pouce final dont j'avais besoin. J'ai payé ma facture, laissant à Rebecca un pourboire plus important que ce que je pouvais vraiment me permettre, et je me suis dirigé vers le motel de séjour prolongé le plus proche. Ce n'était pas luxueux, mais c'était propre et sûr. J'ai utilisé ma carte de crédit presque à découvert pour réserver une chambre pour 2 semaines. Cela prendrait la majeure partie de mon crédit disponible, mais cela me donnerait une base d'opération pour déterminer mes prochaines étapes. Dans la petite chambre de motel, avec ses œuvres d'art génériques et son couvre-lit en polyester, j'ai ouvert mon ordinateur portable et créé une feuille de calcul. Dans une colonne, j'ai listé chaque connexion financière que j'avais avec ma famille, paiement automatique de l'hypothèque des parents depuis mon compte le premier, paiement automatique des services publics des parents à diverses dates, paiement de la voiture de papa, paiement automatique le 15, paiement minimum des cartes de crédit de maman, paiement automatique le 22, loyer de Julien, virement direct le 1er, assurance voiture de Stéphanie, paiement automatique le 10. Dans la colonne suivante, j'ai listé les étapes pour couper chaque connexion, appeler la compagnie hypothécaire pour arrêter le paiement automatique, annuler les paiements automatiques des services publics, contacter la société de prêt automobile pour supprimer mon nom, annuler les paiements automatiques aux cartes de crédit, arrêter tous les virements bancaires, tout documenter pour la protection juridique. Le plan prenait forme, mais je devais comprendre mes obligations légales. Une recherche rapide a montré que, comme je n'étais pas co-signataire de l'hypothèque, juste effectuant des paiements, je n'avais aucune responsabilité légale de continuer. La même chose était vraie pour les services publics et le loyer de Julien. Pour les comptes où j'étais un payeur autorisé mais pas le titulaire principal du compte, je pouvais simplement supprimer mes informations de paiement. J'étais à la fois épuisé et pleine d'énergie. Le poids des attentes de ma famille m'avait écrasé pendant des années. Mais maintenant, ironiquement, n'avoir rien signifiait que je n'avais plus rien à perdre. J'ai rédigé un email à ma famille. Je l'ai écrit et réécrit plusieurs fois, essayant de trouver le juste équilibre entre explication et établissement de limites. Je ne voulais pas être cruel, malgré tout. C'étaient toujours les personnes que j'avais aimées toute ma vie, mais je devais être clair et ferme. La version finale disait, maman, papa, Julien et Stéphanie, après la conversation d'hier, j'ai pris une décision qui devait arriver depuis longtemps. Avec effet immédiat, je ne vous fournirai plus de soutien financier à aucun d'entre vous. Au cours des 6 dernières années, j'ai donné à cette famille plus de 280 000 euros. J'ai tout payé, de l'hypothèque au service public, en passant par les paiements de voitures, les entreprises échouées de Julien, le mariage de Stéphanie. J'ai sacrifié ma propre sécurité financière et mon avenir pour vous maintenir tous à l'aise. Hier, quand je suis venu vous voir, ayant tout perdu dans un incendie, vous n'avez pas pu m'offrir ne serait-ce qu'un abri temporaire dans la maison que je payais. Cela m'a montré avec une clarté parfaite ma place dans cette famille. J'ai déjà contacté la société hypothécaire, les compagnies de services publics et d'autres services pour supprimer mes informations de paiement. J'ai documenté tous les paiements passés pour mes dossiers. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de reconnaître enfin que cette relation a été entièrement à sens unique. Je dois me faire passer en premier maintenant, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Veuillez ne pas me contacter pour me demander de l'argent. Ma décision est finale. Amandine. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Malgré ma résolution, c'était un pas énorme. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis allongé sur le lit du motel,
physiquement et émotionnellement épuisé. Pour la première fois depuis l'incendie, je suis tombé dans un sommeil profond et sans rêve. Quand je me suis réveillé des heures plus tard, la pièce était sombre, sauf pour la lueur de mon téléphone affichant plusieurs appels manqués de ma mère. Je n'ai pas écouté les messages vocaux ni lu les textes. Au lieu de cela, j'ai rouvert mon ordinateur portable, relu mon email et, avant de pouvoir me poser des questions, j'ai cliqué sur envoyer. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros sur mon téléphone. Le sentiment le plus étrange m'a envahi. Pas de satisfaction ni de justification, mais un soulagement. Un soulagement pur et accablant. Je n'avais rien, mais d'une certaine manière, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis réveillé le lendemain matin avec l'esprit clair et un sens du but que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le poids qui m'avait oppressé, l'inquiétude constante concernant les finances de ma famille, la tension de travailler des heures interminables pour soutenir 5 adultes, tout cela était levé. J'avais encore d'énormes défis à relever, reconstruire mon entreprise, trouver un logement permanent, remplacer tout ce que j'avais perdu. Mais pour la première fois depuis longtemps, la seule personne dont je devais me soucier était moi-même. Mon premier arrêt fut la banque. J'utilisais la même banque régionale depuis l'université et, au fil des ans, j'avais ajouté mes parents comme co-titulaires de mon compte courant principal en cas d'urgence. Cela avait évolué vers un accès complet pour eux à retirer des fonds quand ils le voulaient, ce qu'ils faisaient fréquemment pour des urgences allant de véritables réparations automobiles à des billets de concert. Jessica, la directrice de la banque, m'a immédiatement reconnu. Amandine, j'ai entendu parler de l'incendie. Je suis si désolé. Je l'ai remercié et j'ai expliqué que je devais apporter des modifications à mes comptes. J'aimerais clôturer tous mes comptes actuels et en ouvrir de nouveaux aujourd'hui si possible. Elle a eu l'air surprise. Tous ? Puis-je vous demander pourquoi ? J'ai hésité, gêné d'admettre à quel point je m'étais laissé abuser si longtemps. Mais Jessica avait vu les schémas dans mes comptes, les gros retraits, les transferts constants vers les membres de ma famille. Ma situation familiale a changé, ai-je dit prudemment. Je dois séparer complètement mes finances. La compréhension s'est dessinée dans ses yeux. Je vois. Nous pouvons certainement vous aider avec ça. Pendant l'heure qui a suivi, Jessica m'a aidé à clôturer mes comptes existants et à en ouvrir de nouveaux avec des fonctionnalités de sécurité renforcées. Elle s'est assurée que mes dépôts directs de clients seraient transférés vers les nouveaux comptes et m'a aidé à commander de nouvelles cartes de débit et de crédit. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous aider ? A-t-elle demandé alors que nous terminions la paperasse. En fait, oui. Pouvez-vous imprimer des relevés montrant tous les transferts que j'ai effectués vers ces comptes au cours des 6 dernières années ? Je lui ai montré la liste des numéros de compte des membres de ma famille. J'ai besoin de la documentation de tout ce que j'ai payé. Jessica a hoché la tête. À des fins juridiques, juste au cas où, ai-je répondu. Mon prochain arrêt fut la société hypothécaire. Je payais la maison de mes parents par des prélèvements automatiques de mon compte. Le représentant du service client a d'abord semblé confus par ma demande. Vous voulez supprimer le paiement automatique, mais vous n'êtes pas le détenteur de l'hypothèque ? C'est exact. J'ai effectué des paiements au nom de mes parents, mais je ne le ferai plus. Je vois. Sont-ils au courant de ce changement ? Ils le seront, ai-je dit fermement. Je ne suis pas responsable de leur hypothèque. J'ai aidé volontairement et cette aide prend fin. Après avoir vérifié mon identité en tant que source de paiement, ils ont traité ma demande. J'ai demandé et reçu un relevé montrant tous les paiements effectués depuis mon compte au cours des 4 dernières années, totalisant 81 600 €. Tout au long de la journée, j'ai méthodiquement parcouru ma liste. J'ai appelé chaque compagnie de services publics, chaque prêteur automobile et chaque compagnie de carte de crédit. J'ai supprimé mes informations de paiement de chaque compte. Certains étaient faciles, j'ai simplement annulé les paiements automatiques. D'autres ont nécessité plus d'explications, mais aucun ne pouvait me forcer à continuer de payer pour des comptes qui n'étaient pas à mon nom. Un par un, j'ai coupé les liens financiers qui m'avaient lié aux besoins infinis de ma famille. À chaque appel, chaque formulaire, chaque email de confirmation, je me sentais plus en contrôle de ma propre vie. En fin d'après-midi, j'avais parcouru la majeure partie de ma liste. Mon téléphone n'avait cessé de sonner. Ma famille avait découvert qu'elle ne pouvait plus accéder à mes comptes bancaires et essayait de me joindre. J'avais débloqué leur numéro pour documenter le harcèlement, mais je ne répondais pas aux appels ni aux messages. L'appel le plus difficile fut celui à la compagnie de prêts étudiants,
où j'étais co-signataire des prêts de Julien. Des prêts qu'il avait cessé de payer il y a des années, me laissant couvrir les paiements pour protéger ma cote de crédit. Je ne pouvais pas simplement me retirer en tant que co-signataire, mais j'ai mis en place un plan de paiement minimum qui empêcherait le compte de tomber en défaut pendant que j'explorais les options légales pour supprimer complètement mon nom. Après avoir parcouru ma liste de tâches financières, j'ai passé un dernier appel à un service d'aide juridique qui offrait des consultations gratuites. J'ai expliqué ma situation à l'avocate qui a pris mon appel, lui demandant s'il y avait autre chose que je devais faire pour me protéger. Vous avez déjà fait la plupart des bonnes choses, m'a-t-elle assuré. La documentation des paiements passés était particulièrement intelligente. Puisque vous n'étiez pas contractuellement obligé d'effectuer ces paiements, à l'exception du prêt étudiant que vous avez co-signé, vous n'avez aucune responsabilité légale de continuer. Et s'ils affirment que j'ai promis de continuer à payer ou que l'argent était un prêt qu'ils avaient l'intention de rembourser? Sans accords écrits, ces allégations seraient difficiles à prouver. Le modèle de paiement sur 6 ans, sans remboursement, suggère que c'était des dons, pas des prêts. Mais si vous êtes préoccupé, envoyez une déclaration écrite claire indiquant que vous ne fournirez plus de soutien financier. En fait, pouvez-vous leur envoyer quelque chose à cet effet? Je l'ai déjà fait hier soir. Parfait. Gardez cet email et toutes les réponses. S'ils font des menaces ou continuent de vous harceler, vous pourriez envisager une lettre de cessation et d'abstention, mais espérons que cela n'en viendra pas là. Après l'avoir remercié pour son temps, j'ai envoyé un dernier email à chaque membre de ma famille individuellement, avec des captures d'écran de relevés bancaires montrant les montants totaux que je leur avais donnés au fil des ans. Je n'ai inclus aucun langage émotionnel, juste des faits et des chiffres. À chacun, j'ai joint un PDF avec un décompte détaillé de ce que j'avais payé et quand. Les totaux étaient stupéfiants lorsqu'ils étaient présentés chronologiquement. À ma mère, soutien total fourni 124 350 €, paiements hypothécaires 81 600 €, paiement de services publics 12 480 €, paiement par carte de crédit 19 270 €, dépenses diverses 11 000 €. À mon père, soutien total fourni 62 800 €, paiement de voiture 18 400 €, facture médicale 21 400 €, prêt personnel 23 000 €. À Julien, soutien total fourni 56 900 €, entreprise de food truck 22 000 €, paiement de loyer 19 200 €, paiement de prêts étudiants 8 700 €, dépenses diverses 7 000 €. À Stéphanie, soutien total fourni 56 950 €, frais de mariage 35 000 €, dépenses liées à la voiture 14 750 €, prêt personnel 7 200 €. J'ai terminé chaque email par le même message, ceci est un enregistrement du soutien financier que j'ai fourni. J'envoie ceci à titre de documentation uniquement, pas pour demander un remboursement. Comme indiqué dans mon email précédent, je ne fournirai plus d'aide financière de quelque nature que ce soit. Veuillez respecter cette limite. Puis j'ai configuré une réponse automatique sur mon email et une réponse textuelle automatique similaire, je suis actuellement indisponible car je me reconstruis après avoir perdu ma maison et mon entreprise dans un incendie. S'il s'agit d'un ancien arrangement financier, veuillez noter que je ne fournis plus de soutien financier. S'il s'agit d'un client ou d'un contact professionnel, veuillez laisser un message détaillé et je vous répondrai dès que possible. Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre de motel, ressentant un étrange mélange d'émotions, de la douleur pour les relations que je croyais avoir, de la colère d'avoir été utilisé si longtemps, de l'anxiété face à mon avenir incertain. Mais sous tout cela, un profond sentiment de libération. J'avais moins de 1 000 € sur mon nouveau compte bancaire, une carte de crédit presque à découvert et une chambre de motel réservée pour 13 jours de plus. Mais pour la première fois depuis des années, chaque euro que je gagnerais à partir de maintenant serait le mien à utiliser comme je le choisirais. J'ai commandé une pizza, pris une longue douche et dormi mieux que je ne l'avais fait depuis avant l'incendie. Le nœud constant de stress qui vivait entre mes omoplates depuis des années avait enfin commencé à se dénouer. Au moment où je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais 52 appels manqués. 23 venaient de ma mère. Les horodatage montraient qu'elle avait commencé à appeler à 7h03 du matin et avait continué toutes les 15 à 20 minutes jusqu'à minuit. Ses premiers messages vocaux étaient en colère, « Amandine, qu'est-ce que tu crois que tu fais? Rappelle-moi immédiatement. Je ne peux pas croire que tu aies fermé les comptes sans nous le dire. Nous avons des factures à payer. » À la mi-journée, son ton avait viré à l'indignation confuse, « Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ton père est très contrarié. Est-ce vraiment ainsi que tu veux traiter ta famille? Les messages du soir sont devenus larmoyants et manipulateurs, s'il te plaît, Amandine,
nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons pas payer l'hypothèque sans toi. Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Finir sans abri? C'est ce que tu veux. Mon père avait appelé 8 fois mais n'avait laissé que 2 messages vocaux. Le premier n'était qu'un bruit de fond, comme s'il avait accidentellement déclenché l'enregistrement. Le second était bref et menaçant, tu dois arranger ça, Amandine. Julien avait appelé 12 fois, ses messages devenant de plus en plus agressifs, qu'est-ce que tu fous, Amandine? Maman panique. Je comptais sur cet argent pour le loyer. Mon propriétaire va m'expulser. Tu vas vraiment bousiller ta propre famille? Quel genre de personne fait ça? Son dernier message était inarticulé, manifestement ivre, tu te crois meilleur que nous? Tu n'es rien. Rien. Stéphanie avait appelé 9 fois. Son premier message était en fait sympathique, Amandine, je suis désolé de ce qui s'est passé chez maman et papa. Ce n'était pas juste. Appelle-moi, d'accord? Mais quand je n'ai pas répondu, ces messages suivants ont rapidement dégénéré, je sais que tu es contrarié, mais couper les ponts avec tout le monde est extrême. Il faut qu'on en parle. Mon paiement de voiture est dû la semaine prochaine. Je vais être en retard si tu n'aides pas. D'accord, sois comme ça. J'ai toujours su que tu étais jalouse de moi. Les messages textuels suivaient un schéma similaire, maman, la société hypothécaire a appelé. Le paiement n'est pas passé. Arrange ça maintenant. Papa, ta mère est en larmes. J'espère que tu es heureuse. Julien, j'ai besoin de 800 € pour le loyer d'ici demain ou je suis expulsé. Stéphanie, ma cote de crédit sera ruinée si tu ne fais pas ce paiement de voiture. Maman encore, j'ai toujours été là pour toi. Comment peux-tu nous faire ça? Les messages ont continué toute la journée, allant du chantage émotionnel aux menaces directes en passant par des supplications désespérées. Je les ai tous lus mais n'ai répondu à aucun. Chaque message ne faisait que confirmer ce que je savais déjà, ils ne se souciaient pas de moi, seulement de ce que je pouvais leur fournir. Dans l'après-midi, le ton des messages a commencé à changer. La réalité s'imposait. Maman, peut-être que nous pouvons trouver une solution? Tu pourrais payer juste l'hypothèque et nous nous occuperons du reste. Papa, ta mère dit que je devrais m'excuser. Alors je suis désolé que tu te sois senti mal accueilli. Julien, écoute, j'étais ivre la nuit dernière, je ne voulais pas dire ce que j'ai dit, mais sérieusement, j'ai besoin d'aide pour le loyer. Stéphanie, j'ai parlé à maman. Elle a eu tort de ne pas te laisser rester. Tu peux rester avec Romain et moi si tu en as encore besoin. Trop peu, trop tard. Leur soudaine préoccupation pour mon bien-être était manifestement égoïste. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi, ils s'inquiétaient de l'effondrement de leur vie confortable sans mon soutien financier. Pendant ce temps, j'avais mes propres problèmes à résoudre. Je devais reconstruire mon entreprise à partir de zéro. La plupart de mes clients avaient été compréhensifs concernant l'incendie, mais je devais me remettre au travail le plus tôt possible. J'ai utilisé une partie de l'argent qu'il me restait pour acheter un ordinateur portable de base. Rien de sophistiqué, juste assez pour gérer des logiciels de conception et des appels vidéo. La bibliothèque publique est devenue mon bureau. J'y passais des heures chaque jour, contactant des clients, expliquant ma situation et leur assurant que je pouvais toujours répondre à leurs besoins malgré mes revers personnels. Certains étaient compréhensifs et patients. D'autres avaient besoin d'un travail immédiat et ne pouvaient pas attendre. J'ai perdu 3 clients cette première semaine, mais j'ai réussi à garder les autres. Au cours d'une de mes sessions à la bibliothèque, j'ai rencontré Diane, la propriétaire d'une imprimerie locale. Elle m'a entendu lors d'un appel client expliquant que je travaillais depuis la bibliothèque après avoir perdu mon bureau à domicile dans un incendie. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre, a-t-elle dit quand j'ai terminé l'appel. J'ai un petit bureau à l'arrière de mon magasin que je n'utilise pas. Il a Internet et un bureau. Vous êtes la bienvenue pour l'utiliser jusqu'à ce que vous vous remettiez sur pied. J'étais stupéfaite par la gentillesse d'une parfaite inconnue. Je ne pouvais pas abuser de la sorte. Il est de toute façon vide, a-t-elle insisté, et j'aurai besoin d'aide avec mon site web quand vous aurez le temps. Peut-être pourrions-nous faire un échange? Le même jour, par l'intermédiaire de Diane, j'ai rencontré Rachel, une propriétaire foncière qui possédait plusieurs propriétés dans la région. Quand elle a entendu mon histoire, la vraie histoire, pas la version éditée que je donnais à la plupart des gens, elle m'a offert un petit appartement d'une chambre à un loyer inférieur au marché. Il a besoin d'être peint et de quelques réparations mineures, a-t-elle expliqué.
Si vous êtes prête à faire le travail vous-même, je réduirai le loyer mensuel de 200 € et renoncerai au dépôt de garantie. L'appartement était minuscule et démodé, avec du papier peint délavé et des tapis usés, mais il était propre et structurellement sain. Le jour où j'ai signé le bail, Diane est arrivée avec une pizza et un cadeau de pendaison de crémaillère, un bureau d'occasion qu'elle avait en stock. Pour votre nouveau bureau à domicile, a-t-elle dit avec un sourire. Lentement, j'ai commencé à reconstruire. Je passais les soirées à peindre l'appartement et les jours de semaine à travailler depuis le bureau arrière de Diane. J'ai trouvé un canapé d'occasion sur un site de petites annonces et acheté de la vaisselle dans un magasin discount. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi, et personne ne pouvait me l'enlever. Au fil des semaines, les appels et les messages de ma famille ont progressivement diminué. Ils avaient réalisé que je ne changerais pas d'avis. Maman appelait toujours tous les quelques jours, mais ses messages étaient devenus résignés plutôt qu'exigeants. Nous avons dû contracter un prêt pour couvrir l'hypothèque, a-t-elle rapporté, s'attendant clairement à ce que je me sente coupable. Ton père a dû prendre un deuxième emploi à la quincaillerie, à son âge. Julien a été expulsé. Il dort sur notre canapé maintenant. J'écoutais les messages mais continuais à ne pas répondre. Chaque mise à jour ne faisait que confirmer qu'ils avaient été capables de résoudre leurs propres problèmes depuis le début. Ils n'avaient tout simplement pas voulu. Environ un mois après que j'ai coupé les ponts, je travaillais à l'imprimerie quand Diane a passé la tête. Il y a quelqu'un ici qui vous demande. Une femme dit quelle est votre mère. Mon cœur s'est emballé. Je ne veux pas la voir. Diane a hoché la tête, comprenant immédiatement. Je lui dirai que vous n'êtes pas là. Non, ai-je dit en me levant. Je lui dirai moi-même. Ma mère se tenait près du comptoir, l'air déplacé dans ses vêtements chers et ses cheveux parfaitement coiffés. Quand elle m'a vu, son expression s'est éclaircie. Amandine. Enfin, tu étais impossible à joindre. J'ai gardé ma voix calme et professionnelle, consciente des clients dans le magasin. J'ai été clair sur mes limites, maman. Je ne veux pas parler. Ne sois pas ridicule. Nous sommes de la famille. Nous devons discuter de cette situation. Elle a baissé la voix. Ton père et moi avons des difficultés. La banque menace de saisie. Je suis désolé d'entendre cela. Vous devriez parler à un conseiller financier. Ses yeux se sont rétrécis. C'est tout ce que tu as à dire? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous exactement fait pour moi, maman? Quand j'ai tout perdu et que j'avais besoin d'un endroit où rester, vous m'avez ri au nez. C'était un malentendu. J'étais stressé. Tu sais comment ton père est quand sa routine est perturbée. J'ai secoué la tête. Ce n'était pas un malentendu. C'était un moment de clarté. Pendant 6 ans, je vous ai tout donné. Et quand j'ai eu besoin du strict minimum en retour, vous m'avez montré exactement où j'en étais. Alors c'est ça? Tu nous punis parce que nous n'avons pas pu t'héberger pendant quelques jours? Je ne punis personne. Je prends soin de moi pour la première fois de ma vie d'adulte. Vous êtes tous des adultes capables. Débrouillez-vous, tout comme j'ai dû le faire. Son visage s'est durci. Je n'aurais jamais pensé que ma propre fille serait si froide, si égoïste. J'ai failli rire de l'ironie. Au revoir, maman. S'il te plaît, ne reviens plus ici. Alors qu'elle sortait en trombe, Diane s'est approchée avec un sourire de soutien. Ça va? J'ai pris une profonde inspiration, surprise de constater que oui, j'allais bien. La confrontation avec ma mère fut le dernier contact direct que j'eus avec ma famille. Par des connaissances mutuelles, j'appris que mes parents avaient bien contracté un prêt hypothécaire pour couvrir leurs dépenses. Julien avait trouvé un emploi dans un centre d'appel et Stéphanie et son mari Romain avaient déménagé dans un appartement plus petit. Ils s'en sortaient, comme ils auraient pu le faire depuis le début s'ils n'avaient pas eu moi sur qui compter. Quant à moi, je reconstruisais aussi. Mon assurance a finalement versé un modeste règlement pour l'incendie. Ce n'était pas suffisant pour remplacer tout ce que j'avais perdu, mais cela m'a donné un coussin financier. Ma clientèle augmentait à nouveau, et Diane m'avait recommandé plusieurs entreprises locales pour des travaux de marketing. L'appartement que j'avais initialement considéré comme temporaire commençait à ressembler à un chez-moi. J'avais peint les murs en jaune ensoleillé, accroché des œuvres d'art de friperie et rempli une petite bibliothèque avec de nouvelles copies de mes livres préférés, les premières choses non essentielles que je m'étais permise d'acheter. Pour la première fois depuis des années, je vivais selon mes moyens et épargnais pour mon propre avenir.
Fini les voitures de luxe pour mon père, fini les vêtements de marque pour ma sœur, fini le sauvetage des projets insensés de mon frère. Juste moi, prenant soin de moi. 6 mois après l'incendie qui avait détruit mon ancienne vie, j'ai réalisé que je ne voulais de toute façon pas de cette vie-là. Le feu avait brûlé plus que mes possessions, il avait incinéré les dynamiques malsaines qui m'étouffaient depuis des années. Parfois, tout perdre est le seul moyen de découvrir ce dont on a vraiment besoin. Cela fait exactement 1 an que l'incendie a tout changé. Assise dans mon appartement, ma vraie maison maintenant, pas seulement un refuge temporaire, je reconnais à peine la personne que j'étais il y a 12 mois. La femme qui a tout sacrifié pour des gens qui ne lui ont rien donné en retour me semble étrangère maintenant. Mon nouvel endroit n'est pas chic, mais il est à moi d'une manière que mon ancien appartement n'a jamais été. J'ai peint chaque pièce d'une couleur différente, des choix audacieux que je n'aurais jamais fait auparavant. Le salon est d'un terre cuite chaleureux. La chambre, un vert sauge paisible. Le petit bureau à domicile, un jaune joyeux. Des meubles d'occasion que j'ai restaurés avec amour remplissent l'espace. C'est éclectique et imparfait, mais chaque objet représente un choix que j'ai fait pour moi-même, pas une obligation envers quelqu'un d'autre. Après l'incendie, l'offre d'espace de bureau de Diane a évolué en un partenariat commercial. Nous avons combiné son imprimerie avec mes services de marketing numérique pour créer une agence de marketing à service complet pour les entreprises locales. Nous sommes petits mais en croissance constante, avec une liste de clients qui a doublé au cours des 6 derniers mois. Le règlement d'assurance est finalement arrivé, plus important que ce que j'avais initialement prévu, grâce à un expert diligent qui s'est battu pour une juste compensation. J'en ai utilisé une partie pour acheter du nouvel équipement pour l'entreprise et j'ai investi le reste, mes premières vraies économies pour l'avenir. Les séances de thérapie hebdomadaires avec la docteure Laura ont été instrumentales dans mon processus de guérison. Ce que vous avez vécu était de l'abus financier, m'a-t-elle dit lors de notre première séance, donnant un nom à la dynamique dans laquelle j'étais piégé depuis des années. Mais c'est ma famille, ai-je protesté. La famille n'est-elle pas censée s'entraider? Le soutien familial doit être réciproque, a-t-elle expliqué gentiment. Quand il coule constamment dans une seule direction, c'est de l'exploitation, pas de la famille. Grâce à la thérapie, j'ai fini par comprendre les émotions complexes qui m'ont maintenu dans ce schéma malsain si longtemps, la culpabilité instillée dès l'enfance, la fausse responsabilité que je ressentais pour le bien-être de ma famille, la façon dont ils ont manipulé mon empathie et transformé ma générosité en obligation. Vous n'avez pas causé leurs problèmes, me rappelait souvent la docteure Laura. Et vous ne pouvez pas les résoudre. Ce sont des adultes responsables de leurs propres choix. C'était une vérité simple, mais que je n'avais jamais pleinement comprise jusqu'à présent. L'un des développements les plus surprenants de ma guérison a été la formation d'amitié sincère. Diane et Rachel sont devenus non seulement des partenaires commerciaux et ma propriétaire, mais de véritables amis qui n'attendaient rien de moi au-delà du respect mutuel et de dîners occasionnels. J'avais été tellement absorbé par les besoins de ma famille pendant si longtemps que j'avais oublié ce que ressentaient des relations équilibrées. Par l'intermédiaire de Diane, j'ai rencontré d'autres personnes de la communauté des affaires locales, des gens qui valorisaient mes compétences et mes idées, pas seulement ce que je pouvais leur donner. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque et un groupe de randonnée le week-end. Lentement, j'ai bâti un cercle de connexion basé sur des intérêts partagés et une attention authentique, plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. 6 mois après avoir coupé les ponts avec ma famille, une lettre est arrivée de mon père. Elle était brève et maladroitement écrite, « Amandine, je sais que je n'ai jamais été le père que tu méritais. Ta mère et moi avons fait beaucoup d'erreurs. Nous avons profité de ta générosité et nous t'avons laissé tomber quand tu avais besoin de nous. Les derniers mois ont été difficiles mais nécessaires. Nous apprenons à nous débrouiller seuls à nouveau. Julien a gardé son emploi depuis 4 mois maintenant, un nouveau record. Stéphanie et Romain ont déménagé dans un endroit plus petit et attendent un bébé en mars. Je ne demande ni argent ni pardon. Je voulais juste que tu saches que nous allons bien et j'espère que toi aussi. Papa. J'ai lu la lettre plusieurs fois, cherchant la manipulation cachée entre les lignes, mais je n'en ai trouvé aucune. Ce n'était pas une grande excuse ni une demande de réconciliation, juste une simple reconnaissance de la réalité et ce qui semblait être une véritable préoccupation pour mon bien-être. J'ai décidé de ne pas répondre, mais j'ai gardé la lettre. C'était comme fermer un chapitre, non pas avec colère ou ressentiment, mais avec une acceptation tranquille que certaines relations ne peuvent et ne doivent pas être sauvées. Le mois dernier, lors d'une conférence de marketing régionale, j'ai rencontré Benoît, le propriétaire d'une entreprise de développement web dans une ville voisine.
Nous avons échangé sur des défis commerciaux communs et un amour mutuel du rock alternatif des années 90. Après plusieurs réunions professionnelles qui sont progressivement devenues moins axées sur le travail et plus sur la connaissance mutuelle, il m'a invité à dîner. Lors de notre 3e rendez-vous, je lui ai tout raconté, l'incendie, ma famille, les années d'abus financiers et ma décision de couper les ponts. J'attendais un jugement ou du moins un malaise, mais il a écouté avec une empathie sincère. Mon colocataire de collège a vécu quelque chose de similaire avec ses parents, a partagé Benoît. Il lui a fallu des années pour établir des limites. J'ai vu à quel point c'était difficile, mais aussi à quel point c'était nécessaire. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le respect de Benoît pour mes décisions. Il n'a jamais suggéré que je devrais me réconcilier ou pardonner et oublier. Il a compris que certains ponts ne sont pas destinés à être reconstruits. Au fur et à mesure que notre relation s'est développée, j'ai découvert ce à quoi ressemble un soutien sain. Quand j'ai mentionné vouloir étendre les services de notre agence, Benoît a proposé de me présenter à des clients potentiels, non pas en prenant le contrôle ou en finançant l'expansion, mais en établissant des liens et en partageant des connaissances. Quand j'ai eu un accident de voiture mineur, il m'a conduit à mes rendez-vous et m'a apporté de la soupe, mais ne m'a jamais fait sentir redevable. C'est un partenariat d'ego, pas un flux sacrificiel à sens unique. La différence est profonde. Le premier anniversaire de l'incendie semblait être le bon moment pour la réflexion. Alors ce matin, j'ai fait une randonnée jusqu'à un point de vue panoramique à l'extérieur de la ville de Bordeaux. Assise sur un rocher avec la vallée étendue en contrebas, j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu et gagné l'année dernière. J'ai perdu mon appartement, mes possessions et mes relations familiales dysfonctionnelles. J'ai gagné le respect de moi-même, de véritables amitiés et une compréhension plus claire de ma propre valeur. Les pertes matérielles étaient difficiles mais finalement remplaçables. Les gains psychologiques étaient inestimables. Au loin, je pouvais voir la ville où mes parents vivaient encore dans la maison que j'avais payée. Je ne ressentais aucune envie de m'y rendre. Aucune poussée de culpabilité ou d'obligation. Ce chapitre était clos. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Benoît, j'espère que la randonnée vous apporte la perspective que vous vouliez. Dîner plus tard ? J'ai souri et répondu, oui, avant de ranger le téléphone et de reporter mon attention sur la vue. Le ciel était d'un bleu impossible, la vallée luxuriante de la croissance estivale. Tout était exactement comme il se doit. J'ai appris que la famille n'est pas définie par le sang ou l'obligation. La famille est composée des personnes qui vous soutiennent lorsque vous en avez besoin, non pas parce qu'elles attendent un remboursement, mais parce qu'elles vous apprécient en tant que personne. Selon cette définition, j'ai construit une famille plus vraie au cours de la dernière année que je n'en avais eu au cours des 28 années précédentes. L'incendie a détruit ma maison mais a illuminé une vérité que je devais voir, parfois, tout perdre est la seule façon de trouver ce qui compte vraiment. Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ont profité de votre générosité ? Ou avez-vous perdu quelque chose d'important pour vous rendre compte que cela vous retenait en fait ? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour en savoir plus sur mon cheminement vers une vie plus saine et plus heureuse selon mes propres termes. Merci de votre écoute et rappelez-vous que vous méritez des relations qui vous élèvent, pas qui vous épuisent.